C'est pas bien. Bah justement, on va parler un petit peu d'organisation, parce que je crois que vous êtes un petit peu en train de changer l'organisation là, depuis juillet, de ce que tu as dit. Vous avez commencé un petit peu à modifier l'organisation. Mais moi j'avais une question sur, ok, donc quand est-ce qu'on se dit finalement on souhaite changer une organisation? Pourquoi est-ce qu'on change une organisation? Et finalement, est-ce qu'on a des critères de succès? Parce que quand on réfléchit produit, on va se demander, ben voilà, on veut créer une fonctionnalité, donc on va d'abord partir de la problématique, on va définir le bon problème utilisateur, et après on va définir les critères de succès. Une fois qu'on va avoir la solution, on va définir, à partir de là, on va se dire que c'est un succès. Est-ce qu'on fait la même chose sur une organisation Je pense que oui, quelque Ok. part quand même. Chez Deezer, on aime bien se réinventer, on aime bien toujours s'améliorer, essayer d'avoir davantage d'impact et voilà, de se renouveler. Donc on avait déjà changé d'organisation, comme je l'ai dit auparavant. Et là, l'idée, c'était vraiment en fait, d'être beaucoup plus efficace, beaucoup plus impactant pour nos utilisateurs et pour le business, pour la boîte aussi. Et donc on voulait absolument... on avait repéré certains problèmes dans l'organisation. Et c'est pour ça en fait, qu'on s'est dit, voilà, en bon product manager de l'organisation, on s'est dit, voilà, les problématiques sont celles-ci, comment on fait pour les résoudre et pour se mettre en ordre de marche, c'est quoi notre plan de bataille pour s'améliorer et faire mieux, quoi. Et on commence par où alors? Donc on voit qu'il y a des problèmes, et ensuite, tu t'as mis en place directement, il y a eu une lente transition, comment ça se passe? Ça a été assez long. On a vraiment identifié des problèmes qui étaient les plus importants et ces problèmes-là, on a traité étape par étape. On a fait... tu demandais aussi quand est-ce qu'on change d'organisation. Je rejoins complètement Alexandra. On a identifié, c'est au moment où on atteint les limites de ce qu'on a mis en place avant. Je pense que, ou en tout cas, moi, ce que j'ai vu chez Deezer, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je suis depuis 8 ans. Les organisations, quand on les a bougées, on fait toujours des organisations en réaction à ce qu'il y a. Donc pour résoudre des problèmes, donc on se met en opposition à une situation qui va pas forcément très bien, ne pas aller très bien n'étant pas un drame, mais c'est pas parfait. Et du coup, on tire dans une autre direction et on suit cette organisation jusqu'à ce qu'elle amène, elle, ses propres défauts qu'il faut traiter. Et donc on réagit tout le temps. Et là, effectivement, l'organisation en start-up, on arrivait à se dire, en fait, on avait fait une organisation start-up en disant il faut que les équipes soient indépendantes et puissent avancer tranquillement dans leur direction. Il y avait beaucoup de startups, on était monté à 7. Et après 4-5 ans, on en était à très bien, chacun peut aller dans sa propre direction, mais en fait, chacun fait sa vie. Et on n'arrive pas à faire des grandes choses. On a les premiers bloqueurs qu'on a, ou les premières choses vraiment gênantes qu'on a identifiées, c'est on n'arrive pas à faire des grandes choses transversales à l'entreprise parce qu'on a créé des équipes qui sont tellement autonomes, tellement indépendantes et tellement capables de faire des choses qu'elles vont redécouper tout objectif d'entreprise dans leur scope et avancer. On allait au-delà de ça, je caricature un peu. Mais donc le premier point bloqueur, c'est comment on fait des choses transverses. Et à partir de là, on identifie les premières solutions. On s'est dit, on va commencer par changer un peu les process et les équipes, l'organisation des équipes suivra. On a une question dans le chat de Bambi Premier. Je la modifie un tout petit peu. Qui demande en fait comment concurrencer un acteur tel que Spotify tout en se distinguant, en apportant une expérience différente. Est-ce que justement, changer d'orga permet de pouvoir jouer, pas à armes égales, mais en tout cas jouer sur les mêmes plates-bandes que des énormes, tels que Spotify ou d'autres Oui, complètement, dans le sens où en se réorganisant, on cherche aussi à avoir le plus fort impact possible dès le départ, en fait, sans perdre de temps, sans s'attarder sur des micro-tests, des micro-évolutions, etc. Le but, c'était vraiment d'avoir du vrai impact pour l'utilisateur, mais pour le business aussi. Et en ça, on est une plus petite équipe que Spotify, d'un point de vue produit, mais on n'a absolument rien à leur envier. On a exactement la même chose que ce qu'ils ont, même parfois avant eux. Mais les problématiques sont ailleurs. Et donc, Spotify, de ce point de vue-là, ils nous font pas peur. Voilà, non, pas d'un point de vue produit, en fait, on peut pas... c'est la même chose,
Et je trouve ça intéressant parce que tu parles beaucoup d'impact. Quand vous définissez l'impact pour l'utilisateur, c'est justement impacter l'utilisateur pour qu'il reste, pour qu'il voit quelque chose de profondément innovant qu'il n'y a que chez vous, ou juste un impact, je sais pas, que l'expérience soit fluide, tu vois, et que ce soit, qu'il n'y ait pas de bug. Est-ce que c'est quelque chose de très finalement petit, comme ok, c'est fluide, il trouve ce qu'il veut quand il veut et sur la durée qu'il veut, ou bien c'est ok, on met des grosses innovations. Est-ce que vous vous êtes dit plutôt l'un ou plutôt l'autre? On s'appuie sur un produit fiable. Ça prendra toujours la priorité en fait, et on essaie de trouver cet équilibre entre les deux. On a des méthodologies assez classiques de SRI sur la fiabilité de notre service, avoir les bons indicateurs de qualité. Et une fois qu'on s'assure cette garantie, là on va chercher avoir un impact avec des fonctionnalités très fortes, et c'est là où il faut choisir la bonne. Et quand on est peu nombreux, s'organiser pour, si on a la bonne idée. Dans cette organisation, il y avait aussi vraiment la volonté de donner la main au PM pour que ce soit les product managers qui nous disent ce qu'il faut faire, et que le jour où on a un product manager qui vient avec une idée en nous expliquant que ça va tout changer, on arrive à lui donner tous les moyens d'y aller, et il n'y a plus d'équipe qui tienne, on met toutes les forces, et si c'est la bonne idée, il faut qu'on puisse y aller à fond, et donc on cherche du différenciant sur ces fonctionnalités évidemment. Okay. Et finalement, qu'est-ce qui fait une bonne orga? Parce que là, je vois qu'il y a aussi, là, comme vous l'avez dit, on forme un couple, mais aussi vous avez l'air de former un couple. Est-ce que déjà, la base d'une bonne orga, c'est d'avoir un vrai couple Une tech bonne entente. produit, une bonne entente? Déjà. Parce que Oui. déjà, s'il y a des surnoms, généralement, c'est que ça a l'air d'aller. Est-ce que c'est vraiment un critère de succès, finalement, d'une bonne orga? Oui, alors moi je pense qu'il faut qu'il y ait une bonne entente, une bonne collaboration, mais au-delà de ça, en fait, il faut qu'on puisse se dire les choses clairement, se challenger. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est très différents avec Bunch. Okay. Et du coup, et ça s'avérera davantage vrai en fait dans le futur, mais je pense qu'on est tellement complémentaires que finalement, c'est ça qui va faire notre force. Et donc c'est hyper important en fait de travailler ensemble, même si parfois on n'est pas d'accord, de se le dire, de trouver des solutions et d'avancer conjointement et d'avoir le même discours. Donc, c'est un peu, même si de trouver un consensus et d'avoir le même discours et de travailler ensemble moi j'adore dire que la collaboration c'est clé quoi. On peut pas réussir si on ne collabore pas. Okay. Qu'on s'entende ou qu'on s'entende pas d'ailleurs. Il faut le faire de façon intelligente et collaborer sainement. Et je pense que jusque là, ça va. Et sur cet aspect collaboration, justement, je pense que tout le monde dans le produit, on se dit, tu as des équipes pluridisciplinaires avec des UX, avec des tech, avec des PM, etc. Donc oui, c'est clé. Mais je pense à ces personnes qui se disent, ouais, mais moi, DSI, ou en tout cas mon pôle technique, c'est difficile. Il y a peut-être un interlocuteur plus difficile qu'un autre, etc. Est-ce que vous avez peut-être peut-être tu parles de méthodologie, mais peut-être des outils ou des ateliers qui ont permis peut-être de faciliter aussi les échanges entre vous, alors des rituels que vous avez communs qui vous sentez facilitent en fait justement la communication dans l'entreprise, qui font que cette organisation est bien huilée. Ça peut être des monthly, ça peut être des grandes démos à l'échelle de l'entreprise. Mais est-ce qu'il y a ce type de rituel un petit peu que vous avez qui fluidifie l'organisation? Ouais, on a à plusieurs niveaux, on a des rituels, on se voit quand même très régulièrement, donc effectivement sur cette collaboration avec Alexandra on se voit beaucoup. Ensuite on voit quand même on commence chaque semaine avec les head-off product et tech pour que à tous les niveaux il y ait cette relation product and tech qui marche bien. Ouais. Et ensuite on a des grandes démos par équipe pour présenter en fin de sprint tout le travail qui a été fait, essayer que les équipes qui ont travaillé puissent montrer sur quoi ils ont avancé. Et créer un peu de la cohésion, et que même si c'est pas toutes les 2 semaines une fonctionnalité incroyable qui sort, il y a des choses qui avancent, les équipes travaillent, les équipes font marcher 10 heures. Je reviens sur ce que tu disais sur l'organisation, qu'est-ce qui fait marcher. Il y a effectivement notre entente qui est nécessaire, et avec les autres VP aussi qui est très très importante. Il y aura toujours le fait qu'une organisation qui marche, c'est on arrive à régulièrement sortir des choses, et les équipes qui travaillent se sentent acteurs de ce qui sort. On n'est pas en train on essaye de tendre vers une organisation, on n'est pas en train de faire du top-bottom à toujours tirer, mais que les équipes nous expliquent où il faut aller, qu'elles se sentent actrices. Et ça, c'est un truc sur lequel on travaille encore. Je pense qu'on a
On a pas mal chamboulé les choses récemment, donc on n'y est pas. S'il y en a qui écoutent, je préfère leur dire, on n'est pas. Enfin, moi, je suis pas encore satisfait d'où on en est aujourd'hui. Et juste pour ajouter aussi, je pense que la communication c'est clé, et c'est vrai que ce qui a vraiment changé dans cette nouvelle organisation, c'est notre capacité aussi à tenir la boîte au courant de tout ce qu'on fait, de tout ce qui se passe côté produit. Voilà, pour que tout le monde se sente embarqué, sache où se positionner, puisse nous accompagner, nous supporter dans tout ce qu'on fait aussi côté produit et tech. Et effectivement, on a plein de moments comme ça où on va discuter, où on va s'aligner. S'aligner, c'est super important. Mais aussi, voilà, une des grosses nouveautés, c'est le PAM. c'est le PAF. Le PAM. Le PAF. Ouais, oui. on a marketé notre, qu'est-ce que c'est notre orga. Qu'est-ce que c'est? On a créé donc le PAF, le Product Alignment Framework, donc qui nous permet justement de nous aligner et de vraiment, au sein de toute la boîte, d'avoir une vraie bonne pratique du product management, c'est-à-dire en 4 étapes, avoir toute la partie discovery de la problématique et creuser les opportunités, etc. Une partie qui va être plutôt sur les solutions, quelles sont les solutions, on teste, c'est bon, c'est pas bon, on itère, etc. La partie développement et ensuite la partie go-to-market avec toute la phase de rollout, etc. Donc on a créé ce PAF, on l'a vraiment identifié, on a placé toutes les bonnes personnes au bon moment, on a placé aussi tous les artefacts, etc. Tout ce qui doit sortir à chaque moment. Et ça nous permet en fait d'être alignés, mais au niveau de la boîte. Pas juste la tech, le produit, le design. On inclut la user research, on inclut la data, on inclut les PMM, on inclut la brand, etc. Et on a réussi à... légal et ainsi de suite, quoi. Vraiment au niveau de toute entreprise. Au niveau de toute l'entreprise, voilà. Et on a justement des moments où on va s'aligner entre VP, la brand, le marketing, etc. Donc il y aura vraiment des conversations et des alignements qui sont super importants. Et puis il y aura aussi le fameux moment où mensuellement on va présenter donc, ce qui est sorti, quels sont les résultats positifs, négatifs, un peu un REX, et tous les encours, ce sur quoi on est en train de travailler, tout ce qu'on voit pour le futur, etc. Donc on présente un petit peu tout, tous les mois, on rabâche pour bien ancrer. On travaille sur ça. On n'a pas de roadmap. On n'aime pas trop la roadmap, non. Avoir une roadmap avec quelque chose de timé, etc. On va avoir un peu une roadmap entre nous pour savoir, avoir une idée un petit peu des... C'est super étonnant, ça. Voilà. C'est incroyable. Mais c'est pas quelque chose qu'on va présenter en fait. On va plutôt présenter ce sur quoi on est en train de travailler, les sujets chauds, etc. Tenir au courant très régulièrement. Mais on va pas venir avec une roadmap en disant on commence là on termine. Ça on n'y croit pas tellement. On essaie plutôt de travailler sur l'impact et justement sur... Et alors du coup, ça me pose des questions sur la roadmap, parce que ça permet aussi d'anticiper peut-être des dépendances ou bien, tu vois, entre les équipes pour savoir un petit peu ce qui va se passer à ce moment-là. Ça va m'impacter, donc j'anticipe, même en termes de recrutement, je me dis que ça a pas mal d'avantages quand même d'avoir une roadmap. C'est assez étonnant, c'est un choix fort, je trouve, de ne pas avoir de roadmap. Ça fait longtemps que vous bossez comme ça ? Oui. Ok, ok, ça marche. Non mais c'est très chouette. Non, je connaissais pas. Non, on n'a pas de roadmap, mais on a un board en fait qui nous permet d'avoir de la visibilité sur chaque moment, donc le moment de discovery, le moment où c'est en idéation, le moment où c'est en développement, etc. Donc, mais on n'a pas une roadmap. On va pas se dire en Q4 on va faire ça parce que c'est tout le temps modifié, discuté, etc. Et on veut garder de la flexibilité. Donc en fait, nous on prévoit et on module, on reste quand même assez flexible. On n'a pas quelque chose d'ancré. Vous mettez en fait les prochains sujets qui vont arriver, mais pas, un ordre un peu de priorisation quand même, mais pas de date, c'est juste comme un Kanban presque finalement, avec un backlog de grosses fonctionnalités, en tout cas d'idées potentiellement, et que vous dépilez. En fait, exactement. c'est ça, vas-y. Ouais, c'est exactement ça. Une fois qu'elles vont démarrer, une fois qu'on va rentrer en phase de développement, on va demander aux équipes de nous faire un planning, de placer dans des sprints et ajuster au fur et à mesure, parce qu'on n'est jamais bon sur la capacité à planifier. Mais sur les idées qui arrivent ensuite, on a effectivement un backlog d'idées, et il peut se passer plein de choses, parce que comme le dit Alexandra, effectivement il peut se passer... ce qu'on a en ce moment, c'est on arrive au bout d'une étape et on se dit, on veut s'offrir la possibilité de se poser la question, on passe à autre chose, ou on continue celle-là. Et là on en a une en ce moment, on se dit non mais c'est hors de question qu'on passe à autre chose, on creuse le truc, on l'emmène plus loin, et quand on l'aura emmené plus loin, on verra si on attaque un autre sujet.
c'est très chouette. Je permets parce que j'ai plein de questions, mais du coup là actuellement ça ressemble à quoi? Parce que en général, d'instinct, moi je me dis c'est des feature teams, il y a les impact teams également qui existent, c'est des bubble teams. On a il une y a question tout de ça. Tawan qui demande des Et impact teams, point d'interrogation. Et voilà, c'est ma question. Est-ce que du coup vous êtes un impact team? Et si oui, est-ce que il y a quoi dedans? Il y a qui dedans? Comment ça fonctionne? Vous êtes en équipe. Vous êtes ça Non, ouais. C'est déjà pas mal. On est déjà en équipe. Non, on n'est pas en impact team au sens de l'impact team comme on l'entend dans les modèles Spotify, etc. Non, mais parce que c'est quand même... Quel est le comble pour lui? Non, mais c'est un peu la référence, mais le modèle Spotify ne s'applique pas à tout le monde, et c'est pour ça que nous, on s'est réinventé, on a inventé notre propre modèle qu'on teste en ce moment, et en fait, nous, notre parti pris, ça a été de dire, ok, on a des initiatives qui vont être pitchées, hein. Il faudra vraiment que ton initiative, elle ait de l'impact, et que ce soit pas le micro-truc qui va avoir zéro résultat. Non, non, c'est une initiative. Et là, à partir de là, avec Bunge, avec les équipes, on se dit, ok, on a besoin de telles ressources pour y aller. Et on préfère en fait parier sur cette initiative qui va éventuellement nous rapporter énormément de satisfaction utilisateur, etc. Et on se donne la capacité de le faire. Okay. Plutôt que d'avoir à chaque fois une équipe avec une ressource iOS, une ressource Android, etc. Enfin, une ou deux, et puis de conserver son équipe. Enfin, on essaie de quelque chose d'assez différent. On met en place, Boule en parlera plus tard, mais on a un concept de delivery manager qui va aussi nous aider à atteindre nos objectifs. Concept de Marty Kagan aussi, qu'on teste actuellement et en lequel on croit. Donc on n'a pas d'impact team sur la longueur. On demande tout le temps de se rechallenger, d'être capable de reprioriser Ouais, je rebondis et j'ajoute, ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le rôle des PM et la confiance qu'on veut leur donner. Et un product manager qui vient nous dire, en fait, avec ça, avec ces équipes, on peut atteindre un truc de dingue. J'ai besoin de ça pour y arriver. Et on va essayer de trouver les gens que ça motive, de travailler sur ces sujets-là et de construire un truc et de dire vas-y, n'y va pas avec ton équipe, mais vas-y avec tous les gens qui permettront d'y arriver de la meilleure des manières. C'est cool. Donc finalement, pour être chez Deezer, il faut être très bon storyteller. Ah oui. Faut être nous on a le postulat chez WeVoo, c'est qu'un peu mettre un entrepreneur, c'est de se dire que c'est quelqu'un qui peut pitcher devant des investisseurs, pitcher son produit, faire en sorte que les gens y croient et monter son équipe. Du coup, ce que Serge a dû faire la première journée de formation. Exactement. Tawan qui dit oups par rapport au modèle Spotify. On a deux questions dans le chat. On a Violette 57 qui vous demande, donc c'est pas par rapport à l'orga, mais par rapport à vos équipes, parce que vous en parliez. Est-ce que vos PM sont des utilisateurs de Deezer et est-ce qu'ils sont éventuellement biaisés par les features qu'il faut lancer? Sachant que, par exemple, toi qui en plus t'aimes beaucoup la musique ou toi qui aimes beaucoup la danse, donc forcément tu aimes la musique, de facto, c'est quelque chose qui est passionnel. Être chez Deezer, je sais que j'en avais parlé l'année dernière avec Benoît Terpereau, mais est-ce que du coup en tant que passionné, des fois vous passez pas dans le côté c'est moi l'utilisateur et du coup je suis biaisé parce que c'est ce qu'il faut faire parce que je suis utilisateur Deezer? Je peux répondre. Je vais la faire très courte. Je pense, juste avant que tu détailles, je pense que les PM sont les moins biaisés de l'entreprise sur ce qu'il faudrait faire. Parce que c'est leur métier. Déclaration d'amour et tout pour les PM. Ça va, ça. Ouais, non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Et en plus, les PM sont fous de user research et de discovery. Donc, ils s'appuient énormément sur un service que l'on a en interne, qui est le service de user research, pour justement ne pas être biaisé. Alors oui, il y a des personnes qui sont passionnées par la musique, d'autres non. Serge, notamment, aime la musique, mais c'est pas... Voilà, il est très, très, très froid par rapport à ça. Et d'autres le sont aussi. Mais non. Justement, c'est vraiment des choses dont on discute énormément. Le biais, ne pas avoir de biais. Et est-ce qu'il y a une obligation d'être utilisateur de Deezer? Est-ce que vous savez si tous les employés sont plutôt de Deezer
ou concurrents, parce que non mais c'est vrai que ça amène des nouvelles idées, enfin c'est un benchmark Mhm. permanent en fait. Je pense que tout le monde écoute de la musique. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez au moment des entretiens peut-être, ou dont Non. vous parlez au quotidien Enfin, personnellement, pas du tout au moment Ok. des entretiens, parce que je pense que c'est là que c'est intéressant de faire Ok. venir des gens qui viennent d'ailleurs. Ouais. En interne, le fait que chaque employé ait un compte et que ça permette quand même d'être, Oui quand même. C'est logique. de tester notre C'est sûr. propre produit. Ah, je me Eat your own on dog finit food. dessus, quoi. Ouais. Comment Eat your own dog food. Ah ouais. Moi, quand j'ai été recrutée, j'ai posé la question parce que j'étais sur Spotify. En fait, je fais partie des premières. Ouais. Non, mais c'est vrai, je fais partie des premières utilisatrices de Deezer quand ça a été créé, Ok. vraiment en 2007-2008. On ne challenge pas là-dessus. Et après, bon, On va aller voir les stats. je suis partie à l'étranger à l'époque et du coup, il n'y avait pas Deezer dans le pays où je suis allée, donc forcément, je Bien suis sûr. passée sur. On voit Benjamin qui est en Sur train de faire Spotify. presque, il est en train de. Et franchement, quand ils m'ont appelé pour me recruter, j'ai regardé le produit, j'ai été bluffée, je me suis dit waouh! Ok. Et il y avait plein de fonctionnalités que je n'avais pas chez Spotify et que Ouais. enfin, chanter par exemple les lyrics et tout. Enfin, Deezer avait une offre, enfin une valeur sur les lyrics que Spotify n'avait pas et n'a Ok. toujours pas. Et du coup, je me suis dit mais ça c'est trop chouette. Et ça c'est trop chouette. Et ça c'est trop chouette. Donc en fait j'avais vraiment envie d'aller bosser chez Deezer après. Et j'ai plus remis les pieds dans Spotify. C'est important ce que tu dis parce que ça touche aussi au fait d'aimer son produit. Enfin, c'est important, je pense, quand on est PM, même quand on est développeur aussi, faut aimer ce qu'on fait. Et ouais, faut pas qu'on soit biaisé ensuite, mais Non. je trouve ça super important. Bah oui, ça m'étonne pas. On a une autre question du chat qui vous demande comment est-ce que vous identifiez les KPI les plus impactants pour le business et pour les utilisateurs. Comment on les identifie? On a une North Star. Ok. Une North Star de boîte. Ouais. On a aussi des KPI. Oui. C'est quoi du coup votre North Star? Si Je c'est sais pas partageable ou pas? Je pense. Vas-y alors. On va faire un petit réunion. Bip. Ah, petit appel du CEO Ouais, de. Allô, c'est oui. quoi notre North Star? Si, non, C'est mais quoi votre why? Non, bah, on a une North Non. Star. Je sais pas du coup si c'est partageable ou pas, mais on a une North Star à laquelle on se rattache. Dernièrement, par exemple, on a repensé justement nos KPI au travers de l'engagement. C'est quoi l'engagement chez Ok. Deezer par rapport au comportement, aux segmentations, aux Ouais. usages, etc. Et on est en train de faire cet exercice-là pour justement redéfinir les KPI forts de notre produit. Ok. Toujours dans l'optique de se renouveler et de se reposer des questions. Donc voilà, c'est comme ça qu'on définit nos. Enfin, on est en train de définir des KPI qui seront des KPI qui vont nous servir à nous aligner aussi entre services. Ok. Voilà. Et qui doivent impacter forcément la North Star de la sûr. boîte. Voilà. Je sais pas à quel point c'est évident pour les gens qui regardent ou qui écoutent, mais on a quand même les bases qui sont il faut faire rentrer des utilisateurs, il faut qu'il y en ait Oui. le moins possible qui partent. Enfin, C'est ça. Mm. Donc c'est acquisition, Acquisition, rétention. ouais, Rétention, et rétention surtout les dans le conversions, funnel. Ça va être Ok, sûrement on est aussi sur un temps modèle d'écoute, payant, non, donc, ou les choses comme ça. Le Pardon temps d'écoute, par exemple, qui fait partie des KPI. Bah, c'est plutôt cela qu'on fait souvent bouger, parce qu'on a des équipes data qui Ouais. vont analyser et dire est-ce qu'il y a une corrélation forte entre le temps d'écoute et la rétention. Il y a des gens qui écoutent très peu et qui restent, qui restent des années. et donc ils vont chercher aussi plutôt des signaux faibles de tendances de comportements qui font que peut-être les gens vont churner à un moment, Ok. ou de gens qui sont gratuits vont passer payants. Il y a un gros taux de churn justement dans ce domaine-là, enfin, de l'écoute de musique en streaming. Je sais pas ce que c'est un gros taux de churn. Non, mais en est-ce que dehors vous de la- constatez qu'il y a quand même un gros mouvement? Alors, j'ai pas Est-ce- le chiffre. Est-ce qu'avec le Covid, par exemple, il y a eu un changement du churn sur Un changement du churn, non. On a positif eu- ou négatif, enfin, peu importe, comme ça, on Non, reste vague. mais- Ça n'a Ok. pas été tellement. C'est pas le KPI qui est le plus impacté, Ok, on va ça dire. roule. Non, Ok. non. Bah, En revanche. Bah non, vas-y, t'allais dire en revanche. Non, en revanche, oui, le temps d'écoute a été un Ouais. petit peu modifié, etc. Voilà, mais. Oui. Mais c'est vrai que c'était très bizarre, parce qu'effectivement, les comportements ont complètement changé. Donc pour nos analyses, c'est compliqué. bien Quoi. sûr. Les comportements changent complètement, mais le churn monte pas tellement, Ok. l'acquisition baisse pas tellement. Mm. Ok. C'était un genre de pause. Oui, puis des datas complètement biaisées parce que C'est ça. plein de personnes se retrouvaient à devoir s'occuper en journée Ouais. au moment des Mais confinements. c'est-à-dire que quand on est sorti de la période du Covid, on n'a pas vu non plus le pic, enfin la chute de plus personne ne l'utilise parce que tout le monde est dans les bars. Non, en fait, c'est resté très. Ça, c'est- La Complètement. musique, c'est tellement ancré dans Ouais, ta c'est- vie. C'est du coup Ouais. t'es toujours au même moment tout le temps. Ouais. Ça reste, c'est quelque chose qui fait partie de la Même vie. si t'avais pas le métro, tu l'écoutais chez toi le matin. Exactement.
pour te réveiller. et ainsi de C'est suite. exactement ça, c'est les consommations en commute se sont étalées sur toute la journée. Trop cool. Au lieu d'avoir un pic à 9h et un à 19, on a une C'était plutôt consommation flat un peu plus sur douce. l'ensemble de la journée. On a un de nos formateurs qui nous dit justement qu'il recommandait à nos formés d'être aussi des power users de la concurrence parce que ça permet aussi de voir ce qu'ils font de bien, ce qu'ils font de moins bien. Et c'est sûr qu'on n'est pas toujours en réaction par rapport à la concurrence. Et ça, il faut éviter de se dire la concurrence a sorti ça, il faut faire ça forcément parce que peut-être qu'ils se plantent. Mais au moins, ça permet d'être tenu au courant de ce qui se fait, quoi. Ouais, on fait de la veille. Oui, on Ouais, fait de comme la tout le monde, veille, ouais. effectivement, on teste, on regarde, etc. Mais on essaie d'être créatif avant tout Ok. et de réfléchir D'être à certaines choses qui vont innovant, faire la finalement, différence. Ouais. Trop cool. C'est dur d'être power user de tout. Enfin, surtout, Ouais. c'est hyper Ouais. prenant les applications de streaming et puis tu te crées un environnement. Enfin, moi, j'en suis à. On a des gens qui vont tester sur. Puis il y a du gratuit, du payant, les expériences sûr. sont complètement différentes. Et moi, je peux pas du tout faire ça. Et au point de je peux pas avoir un iPhone et un Android, je vais passer tout mon temps sur Android pendant une période jusqu'à ce qu'on ait résolu les problèmes Et à après, résoudre et je repasserai sur iPhone. Mais C'est trop dur de switcher. Mais en même temps, pour tester la concurrence sur votre domaine, et on va en parler justement après, c'est sur le sujet 2 qui est pas maintenant, mais pour avoir de la vraie personnalisation, il faut aussi être power user potentiellement. Je vous De- en même temps, de- mais enfin, on verra ça après, mais c'est une question qu'on gardera même pour plus tard. D'accord. On se la met de côté. Tu parles de temps. Est-ce que vous avez du temps pour faire de la veille produit? Tout simplement. J'entends Marty Kagan déjà, ou de la veille tout court. Pour... Oui, bien sûr. Nous, côté produit, on est un peu obligé. Ok. Ouais. Oui. Après, on a un super système chez Deezer. On a un chan dédié pour la veille où tout le monde partage tous les dernières informations, les derniers. Les grandes dernières tendances. nouveautés, les grandes tendances, etc. Donc il n'y a pas que les DSP, les outils les applications de streaming, pardon, j'allais utiliser DSP, personne ne comprend. Mais voilà, il n'y a pas que les applications de streaming, il y a tout le reste, tout ce qui est social, tout ce qui est TikTok, Twitch, tout ça, toutes ces applications-là nous intéressent aussi. Pourquoi Parce qu'elles créent des usages qui vont nous impacter quelque part. Ok. Donc, Et c'est pour ça qu'on va lancer le Rewind produit.